bienvenue dans Délivrez-nous, ravi de vous retrouver. Dans un instant, nous serons chez Bulle en Stock, rue du Marché Lancel à Amiens, pour retrouver les auteurs de la bande dessinée Petite souris, grosse bêtise, parue aux éditions de La Gouttière. Il s'agit de Loïc Devilliers et d'Alain Cocor, qui sont ici en dédicace. C'est parti, on y va tout de suite. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Petite souris, grosse bêtise aux éditions de La Gouttière avec Loïc Devilliers au scénario. Bonjour Loïc. Et Cocor, Alain Coq au dessin. C'est votre première collaboration à tous les deux. Comment est né le projet ? Comment est né le projet ? Par une proposition de Loïc au départ. On démarre toujours par un scénario généralement. Donc voilà, plusieurs rencontres avant sur le festival d'Amiens. Et puis voilà, tout d'un coup, la petite proposition pour devenir la grosse bêtise, quoi. Et l'idée de la petite souris, Loïc, elle vient d'où ? Tout simplement, moi j'ai une fille qui est plutôt jeune, enfin qui était plutôt jeune à l'époque, et qui, oui, tout le monde vieillit. Et voilà, donc on regarde ce qui se passe dans l'univers qui nous entoure, et on espèce de s'inspirer de ce qui peut se passer, on fait une interprétation de ce qui se passe. Racontez-nous en quelques mots l'histoire de la petite Suzy. Petite fille espiègle, qui comme toutes les petites filles va avoir envie de découvrir plein de choses et aussi de partager ces choses avec ses amis. Maintenant reste la question des amis, est-ce qu'il y a amitié ou pas, et comment faire pour provoquer l'amitié. Voilà, donc c'est sur l'amitié et le mensonge aussi, puis il y a une morale quand même qui se dégage de cette histoire. Loïc, dans l'album Burke, je me souviens que vous parliez de différence, de tolérance. Vous avez aussi abordé des sujets plus graves comme la violence conjugale dans Inès. Est-ce que vous pensez que la BD peut avoir vocation à susciter une réflexion sur des thèmes importants ? Oui, obligatoirement oui. Maintenant, parler de morale à la fin de Petite souris, grosse bêtise, je ne suis pas certain. Donc, il n'y a en tout cas aucune volonté de parler de morale sur Petite souris, grosse bêtise. Maintenant, je pense que la bande dessinée, elle est le reflet de ce que vont en faire les créateurs. Je pense que je peux parler aussi bien au nom d'Alain que du mien. On a envie d'aller vers une dimension qui est humaine, qui est contemporaine, qu'on parle de ce qu'on vit, des gens qu'on rencontre, des choses qu'on partage. Et donc, forcément, il ne faut pas exclure quelques mots, que ce soit la violence conjugale ou dans Petite souris, grosse bêtise, ce problème de la relation à l'amitié, qui est très importante chez les enfants. Absolument. Donc, voilà. Alain, il me semble que l'histoire se passe en Normandie. J'ai vu des vaches, des falaises. J'ai cru reconnaître des cheminées sur une vignette. C'est un clin d'œil à vos origines havraises. Justement, j'ai posé la question hier à Loïc. Parce que quelqu'un hier m'a posé la question sur la Normandie, les mouettes, la mer et tout ça. Et c'est vrai que je ne me rappelais plus si dans son découpage, il avait situé ça, pas forcément en Normandie, mais au moins au bord de la mer. Et je crois que c'est automatique chez moi depuis quelques albums, j'en ai pas fait des centaines. Et il y a toujours la mer pas loin, donc là j'ai mis ce décor-là, puis c'est vrai que oui, on se sert de ce qu'on est, d'où on vient, et ça ressort instinctivement dans vos dessins. Voilà. Alors parlons des couleurs, il y a une dominante orangée, rouge, sépia dans cet album. Il y a vraiment une recherche de votre part ou c'est l'inspiration qui dicte le choix ? C'est un peu la gamme de mes couleurs en général, même sur d'autres projets. Je fais pas un coloriage classique à la Lucky Luke que j'adore, avec le pantalon de telle couleur, la chemise jaune et ainsi de suite. C'est souvent plutôt une bichromie, moi, une ambiance. Un jeu sur les nuances. Voilà, une ambiance qui fait que la gamine, là, pour l'occasion, c'est vrai qu'elle a les cheveux plutôt rouges, orange, ou on pourrait dire que c'est une petite rouquine, je sais pas. Mais après, c'est tout dans c'est la lumière. Ce que j'adore surtout, c'est la lumière. J'ai adoré les films en noir et blanc, et cette recherche-là, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Donc, d'une case à l'autre, la gamine peut avoir son t-shirt plutôt dans les ambiances jaunes, plutôt dans une ambiance bleue, pas forcément parce que c'est la nuit. Et voilà. Donc c'est plutôt une bichromie que je rehausse après, comme ça pour même les pommettes ou quelque chose. Mais voilà, et c'est comme ça que je travaille en général. Alors il y a quelque chose qui tranche, c'est le ciel bleu de Normandie quand même. Okay. Alors le ciel bleu, justement, c'est un peu le même bleu depuis des années. Ce qui fait que maintenant il paraît qu'il y a un bleu Cocor. Formidable. J'adore m'allonger, regarder, le déséquilibre que ça fait d'être allongé par terre. Quand il y a un ciel bleu en Normandie, en plus, c'est pas tous les jours, donc on ne peut pas m'accuser de m'allonger par terre sans arrêt. Absolument, au moins c'est sûr.
Et oui, enfin, je sais pas. Donc j'adore ça, j'adore cette petite parenthèse comme ça. Et enfin, il y a des ciels nuageux, mais ce bleu-là m'attire. Voilà. Est-ce que vous pourriez envisager une suite à cette aventure? Est-ce qu'on pourrait retrouver la petite Suzy dans d'autres Loïc? On pourrait, mais est-ce qu'on en a envie? La question Voilà. est, on n'a Question pas est là. forcément Est-ce envie. que non? Quitte à réenvisager une collaboration, je pense qu'on repartirait sur quelque chose de Oui, neuf. voilà. Il faut savoir faire mourir les choses à un moment donné. Cette aventure, elle a vécu, on est très content voilà, parce que l'arrivée de l'album, c'est la disparition pour nous de la paternité ou de la maternité, comme on veut. Donc cette aventure, on va la continuer à faire vivre avec les lecteurs cette fois-ci. Mais s'il faut repartir sur autre chose, on repartira sur Ce sera autre une autre chose. histoire. D'accord. J'ai remarqué, Loïc, les dédicaces que vous faisiez au début des albums jeunesse, vous les dédiez toujours à un enfant de votre entourage? Vous pensez à quelqu'un en particulier? Je pense toujours à quelqu'un, oui, c'est quelque chose d'humain. En l'occurrence, celui-ci n'est pas dédicacé à un enfant. Ah, j'ai cru que... Ou alors des grands enfants. Il y a une volonté de partager quelque chose avec quelqu'un, que ce soit à tout niveau. Il y en a beaucoup qui ont été bien forcément dédicacés à ma fille, mais tout simplement parce qu'elle était là au niveau de la création. De Quand elle me l'inspiration. voyait écrire, pour moi, elle fait partie de... On pourrait quasiment mettre son nom sur la couverture, sur certains abris. Alors, vous avez en commun tous les deux de pratiquer l'adaptation littéraire. Hein. Donc, il y a eu les voyages de Gulliver de Swift pour vous, Alain. Il y a eu le Tour du monde en 80 jours, Oliver Twist pour vous, Loïc. Est-ce que dans ces cas-là, l'œuvre originale sert vraiment de support ou est-ce que c'est finalement un peu un prétexte et puis on s'en détache avec la bande dessinée? Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir la même réponse l'un et l'autre. Oui, voilà, un prétexte. Moi, c'est la première fois que je faisais ça et je pense que c'est la dernière. Pourtant, ça s'est bien passé. Ça m'a plu de faire ça. J'ai vu ça comme un souvenir d'enfance aussi, ou un rêve de se retrouver avec les jouets d'un autre et de s'amuser avec. Voilà, donc ça m'amusait de partir dans une adaptation. Par contre, d'entrée, moi je voulais faire autre chose, vraiment une adaptation très libre, sans quitter quand même le propos, l'univers du roman. C'est-à-dire ce que lui dénonçait à son époque, moi j'ai inventé d'autres voyages, je voulais aller autre part. Surtout pour Gulliver en plus. Je pense que pour une autre adaptation, enfin là je n'ai pas l'envie du tout de partir là-dedans, pourquoi pas dans quelques temps, je ne sais pas. Mais Swift, pour Gulliver, c'était déjà une porte ouverte pour moi. Donc je voyais pas c'est sûrement possible, mais adapté fidèlement, pour moi c'était complètement exclu. Voilà. Donc ça m'amusait, avec les pions, lui son jeu d'inventer des pays, des pays, des mondes extérieurs, mais pour dénoncer plein de choses qui se passaient à son époque. Moi voilà, L'esprit est là encore. J'espère. Et ça m'a plu quand quelques lecteurs sont venus en me disant ça, qui connaissaient, qui avaient lu le roman. Parce qu'en moyenne, personne ne connaît le roman. On connaît déjà des adaptations. Oui, souvent. On connaît déjà des adaptations du premier voyage avec les Lilliputiens. C'est souvent tout mignon. Mais le roman est plutôt sombre. Et vous, Loïc, comment vous procédez pour une adaptation? À l'inverse d'Alain, moi j'ai envie de continuer. Peut-être pas dans la même direction que ce que j'ai engagé là. Parce que là, j'ai fait 4 classiques, à savoir un Gogol, un Dostoïevski, un Jules Verne et un Dickens. Dans chaque, en fait, j'avais l'impression, dans chaque livre, de trouver quelque chose que j'avais envie de dire. Et je trouvais que l'auteur le disait mieux que moi et que ça pouvait me servir de base à construire ce que moi j'avais à dire. Donc, on a tendance à dire que adapter, c'est trahir. Moi, je dis adapter, c'est de commencer par détruire pour un auteur. C'est-à-dire regarder le mécanisme, regarder comme un moteur de mobilette, on regarde comment il est fait, et après on va le remonter, et on va le remonter à notre sauce. Le principal, c'est que ça fonctionne. Voilà, que ça revive. Maintenant... là, faire une friteuse avec un moteur de mobilette, t'es doué. Écoute, j'y travaille. Je t'ai vu. Il sait faire ça. Ah ouais, parce que Donc là, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai commencé à faire, c'est d'aller travailler avec des contemporains. Tout simplement parce que j'ai besoin de ce rapport humain. Et que travailler avec Dickens, j'ai bien essayé de le contacter, mais c'était très dur en fait. Je ne sais pas si c'est du snobisme ou il ne m'a pas répondu du tout. Donc là, j'ai engagé un travail avec Olivier Adam sur une adaptation de À l'Ouest et un autre roman contemporain qui est top secret pour le moment. On n'a pas le droit d'en parler, a dit l'éditeur. Vous avez différentes passions dans la vie. Je crois que vous êtes musicien, Alain. Oui. C'est resté dans les petites bios, les machins. On dit que vous avez pris du recul avec la BD pendant un temps pour faire de la musique. J'ai vécu une belle aventure, oui. Je ne suis pas un grand musicien, techniquement parlant. Quel instrument? La guitare basse.
Mais par rencontre comme ça, oui, je me suis trouvé invité à partager la vie d'un groupe en tournée, parce que le bassiste, enfin le musicien était parti, il en fallait un d'urgence, par copain, mais j'avais déjà joué dans des groupes quand même. Voilà, donc ça a été une très belle aventure, parce que je l'ai vécu au niveau professionnel du coup. Mais c'est magique aussi de rentrer dans une camionnette avec 4 personnes et de traverser la France La vie pour de aller... tournée. Voilà. La vie de tournée, la vie de groupe, le travail de groupe, qu'on ne connaît pas. Même là, en fait, parce que j'ai plutôt travaillé tout seul sur les autres bandes dessinées, mais là, avec Loïc, là, c'était une petite première quand même. Enfin, il y a des années de ça, j'avais déjà travaillé avec un scénariste. Ça m'a énormément fait plaisir, je suis prêt à le refaire, parce que je ne suis pas du tout fermé à une collaboration. Il se trouve que je rêvais d'écrire, je dessinais déjà, bon, j'ai réussi à faire le pas, à essayer de raconter mes petites choses. Même collaboration, très bien, ok, mais je reste, moi, dans mon petit coin à bosser. Oui, Il y a sûrement des moments où le dessinateur habite juste à côté du scénariste, ou dans le même atelier, il y a des ateliers aussi, et là, ils bossent ensemble. Mais donc voilà, ça reste quand même... Donc la musique m'attire, ça me manque même en ce moment. J'ai envie d'un retour comme ça sur une petite expérience, un petit projet, rien que pour le plaisir de bosser en groupe, en équipe. Voilà. De toute façon, c'est soit ça, ou on en parlait tout à l'heure, faire les vendanges en équipe. Mais il me faut un travail d'équipe, quoi. C'est pas compliqué, quoi. Je sais pas. Mais je sais pas. Loïc, vous êtes éditeur depuis 1995, les éditions Charrette. Comment choisissez-vous vos auteurs? Quelle est votre ligne L'humain. éditoriale? Le coup de cœur? Oui, c'est-à-dire le coup de... Je pense qu'à travers le dessin, puisque c'est majoritairement maintenant des collections de dessins, c'est la personnalité du dessinateur qui est derrière, qui transpire, et que je pourrais admirer le travail de quelqu'un graphiquement, mais le trouver voilà, pas sympathique, et j'aurais pas envie de faire quelque chose avec lui. Par contre, j'essaye que Charrette soit un espace différent des autres éditeurs, dans le sens où c'est un espace de liberté, et il faut que l'éditeur se trouve bien. Il faut qu'il ait ses chaussons et qu'il ait l'impression d'être un peu chez lui. D'ailleurs, c'est lui qui tient la barre. Si on doit faire la comparaison avec un bateau, c'est lui qui tient la barre. Moi, je suis un mousse et je suis là pour aider à droite à gauche. Dans ce sens-là, je ne me sens pas éditeur. Je me sens plus accompagnateur. Et vous ne faites pas dans l'auto-édition? C'est des choses qui évoluent, qui sont en réflexion par rapport à l'évolution du médium ou du média, comme on veut. Mais en tout cas, pas sur Charrette, ça c'est une certitude. Tout simplement parce qu'on l'a vu là avec Petite souris grosse bêtise. On écrit quelque chose et on a besoin de quelqu'un qui a du recul. Donc ce quelqu'un, en l'occurrence le premier lecteur, et le lecteur avant tout, c'est Alain. Mais quelquefois avec Alain, on se pose des questions et on a besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit là et qui nous dise, écoute, non, voilà, il s'appelle l'éditeur. Cette personne s'appelle l'éditeur, la troisième personne. Et donc cette troisième personne est là, non pas pour faire un juge de il faut aller par là ou par là, mais pour permettre de poser les bonnes questions qui vont permettre à l'auteur de trouver les bonnes réponses, en tout cas ses réponses. L'éditeur, et dans le cas de La Gouttière et c'est Pascal Mériot qui nous a suivi. Absolument, on a marché sur la bulle. Voilà. Il était là, non pas en disant faut aller à droite, faut aller à gauche, c'est qu'est-ce que tu trouves à droite, qu'est-ce que tu trouves à gauche, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, où est-ce qu'on va aller? Comment l'exprimer? Exactement. Et ça, pour moi, c'est un travail d'éditeur. Ça, c'est un travail d'interrogation. Il donne le recul que nous n'avons plus à un moment donné. D'accord. Vous serez tous les deux au festival Quai des Bulles de Saint-Malo. Alors, il y a une expo qui est prévue sur Petite souris grosse bêtise. Une grosse expo. Grosse expo, à voir. Un gros fromage. Comme vous avez des points de comparaison, qu'est-ce que vous pensez des rendez-vous de la BD d'Amiens, justement organisés par On a marché sur la bulle, que dirige Pascal Mériot? Comme on aimerait bien pas repartir d'ici couvert de goudron et de plumes. Il n'y a rien de mieux que le festival d'Amiens. Hein. Oui. Convivialité, hospitalité, efficacité. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Autre livre, autre univers, avec les grandes affaires criminelles de la Somme, publié chez Deboré Éditions. On garde tout de suite notre rencontre avec l'auteur Magali Rigaud. À l'occasion de la parution de son livre « Les grandes affaires criminelles de la Somme » chez Deboré Éditions, Magali Rigaud était invitée chez Martel en compagnie de Georges Charrière, journaliste du Courrier Picard, qui signe la préface de l'ouvrage. Je suis journaliste et je travaille pour un quotidien dans le département du Nord. J'arrivais dans le département de la Somme, je connaissais la collection Deboré et plus particulièrement la collection Grandes affaires criminelles. Et si vous voulez, je savais qu'il n'y avait pas
d'ouvrages spécifiques aux grandes affaires criminelles de la Somme. Et donc je leur ai proposé notamment de m'y coller. Et j'ai envoyé plusieurs écrits et ils ont validé mes écrits. Dans ce livre, j'évoque une trentaine d'affaires. La plus ancienne date fin 19e siècle, je crois que c'est 1875 ou 1871. Et la plus récente date des années 50, c'est l'affaire Jeannette Marchal, que j'évoque via André Seué, qui est un spécialiste de l'affaire. J'ai choisi ces affaires selon en fait une chronologie des condamnés du département de la Somme qui m'a été délivrée par l'éditeur lui-même, de Boré. Toutes m'ont fascinée. J'aimais bien l'affaire Jeannette Marchal parce que j'ai rencontré André Seué, qui est quelqu'un de fascinant par lui-même. J'ai bien aimé aussi Réflexion faite, l'histoire du médecin légiste, l'histoire d'un petit corps autopsié, parce que là je suis tombée sur le rapport d'un médecin légiste et c'était vraiment comme dans Les Experts, quoi. Il détaillait vraiment. Dans cet ouvrage documenté, Magali Rigaud traite ses affaires comme de petites nouvelles dans lesquelles elle donne la parole à différents acteurs qui les ont traversées. Dans chaque affaire, je change de point de vue, déjà pour que ce ne soit pas monotone. Et puis aussi, changer de point de vue me permet un petit peu de prendre de la distance par rapport aux faits. Et parce que ce que je voulais surtout, c'était de ne pas condamner une seconde fois les personnes, les acteurs de cet ouvrage finalement. Les grandes affaires criminelles de la Somme sont l'occasion de se replonger dans l'histoire judiciaire de notre département et de voir revivre les hommes et les femmes qui en ont écrit les grandes lignes. Délivrez-nous est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour d'autres aventures sur d'autres livres. D'ici là, bonne lecture et à bientôt sur TV Amiens.